On sait que, par exemple, en 84, la loi sur l'égalité professionnelle imposait de féminiser les noms de métiers, les fonctions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit point là-dessus? Alors, comme vous le disiez, effectivement, le débat sur la féminisation des noms de métiers, donc je crois que pour illustrer peut-être ce qu'est le débat sur la féminisation des noms de métiers, c'est doit-on dire Madame le ou Madame la ministre? Voilà, c'est la question qui se pose en général, que tout le monde se pose chaque fois qu'une femme accède à une fonction de pouvoir. Et comme vous le disiez, en 1984, la question a émergé dans l'espace public parce qu'à l'époque, vous aviez une ministre des droits de la femme qui s'appelait Yvette Roudy et qui a fait voter la première loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est une loi qui a été votée le 13 juillet 1983. Et à l'époque, il y avait une disposition dans cette loi qui disait que hommes et femmes devaient également se sentir concernés par les offres d'emploi. Donc l'idée, si vous voulez, c'était que les offres d'emploi devaient être féminisées. Et on s'est rendu compte que pour certaines fonctions, on avait des doutes sur la façon dont il fallait féminiser. Par exemple, comment est-ce qu'on féminise proviseur? Comment est-ce qu'on féminise professeur? Vous voyez, il y a des métiers pour lesquels c'est évident, puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, si vous voulez, qu'en 1984, si on prend les usages de 1984, on disait directrice dans l'administration, par exemple, pour une directrice d'école maternelle. Mais quand une femme prenait le poste, par exemple, de directeur de cabinet d'un préfet ou d'un ministre, on ne disait plus directrice, on disait directeur. Voyez, donc ça prouve bien que les blocages ne sont pas des blocages linguistiques, puisque la langue, elle, permet tout, mais ce sont véritablement des blocages, si vous voulez, dans nos têtes, qui font que certaines fonctions apparaissent comme masculines, et bien évidemment, ce sont des fonctions qui sont des fonctions de pouvoir. Alors, on va reparler des freins à cela, mais je voulais avoir aussi l'avis du coup de Valérie sur ce sujet, savoir si, selon vous, Valérie, les femmes, elles aussi, sont prêtes à assumer la fonction de directrice plutôt que directeur. Enfin, vous les rencontrez au quotidien. Concrètement, les femmes que vous coachez, ce sont des directeurs. Ouais, voilà. J'ai 2 histoires à raconter qui sont des histoires vraies, qui me font plaisir et qui m'ennuient plus. Et un DRH qui récemment, il y a un an, me dit, je suis ravie, un DRH d'une grande banque dont je ne citerai pas le nom, qui dit, j'ai fait dans le cadre d'une promotion de mon réseau féminin, un petit book des 150 femmes top de la banque, dans lequel il y a leur bio, il y a leurs photos, etc. Et c'est un système de cooptation entre elles, etc. J'étais super contente d'avoir fait ce book. D'ailleurs, elles étaient aussi très contentes. Mais il y en a plus d'une dizaine qui sont venues me voir la semaine dernière en me disant « Mais pourquoi tu m'as mis directrice ?» Je suis directeur. Et lui, il était estomaqué. Il dit « J'avais pensé bien faire. J'étais vraiment... » avec toute ma bonne intention, au contraire, dans la promotion de la féminisation de cette fonction. Et je me suis retrouvée à douter de ce que j'avais fait. Et donc, il a mis un petit temps, exactement comme vous, à intégrer le fait que pour elle, ce n'était pas du tout un statut positif. Et depuis, ça a évolué. C'est très intéressant, parce que le fait d'en avoir parlé, 1 an plus tard, je l'ai vu récemment, certaines ont dit, mais oui. Et puis une autre histoire un peu différente, où une femme est nommée un COMEX d'une grande entreprise. Elle a dit, ben moi, volontairement, j'ai changé, parce que je n'avais pas réalisé, ce n'était pas un sujet, j'étais directeur et ça n'avait jamais été une question pour moi. Mais tout d'un coup, quand on m'a demandé de mentorer des jeunes femmes et qu'on m'a demandé de m'occuper des femmes, je me suis rendu compte que sur ma carte de visite, il y avait marqué directeur. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé. Elle dit, et en prenant cette fonction, j'ai volontairement affiché directrice et j'ai demandé aux femmes d'assumer, parce que comme vous le dites, c'est comment j'assume ou pas. Peut-être un regard de politologue sur le sujet. Quelle analyse on peut faire de cette situation, de ce blocage? Il vient d'où et comment on peut le lever? Il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que la première femme qui arrive dans un milieu extrêmement masculin, elle a besoin d'une certaine façon, à travers le langage, et c'est là qu'on voit bien que le langage dit quelque chose, que c'est absolument pas neutre, elle a besoin de dire « je suis comme vous ». Voilà. Donc en général, les premières, et il ne faut pas leur en vouloir, elles sont effectivement, elles suivent l'usage. Ça fait partie de la légitimité, en fait. Ça fait partie de la légitimité. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire que vous avez racontée, c'est le fait que quand une femme se retrouve justement à mentorer d'autres femmes, c'est-à-dire quand peu à peu les femmes entrent et sont plus nombreuses dans une fonction, à ce moment-là, bien évidemment,
on se rend compte qu'il y a une féminisation des usages. Pourquoi ? Parce que c'est évident, parce que c'est reconnaître qu'on est là. Donc, quand on est plus nombreuses, on est plus forte, et puis on peut se reconnaître et faire reconnaître qui on est. Et à ce moment-là, c'est vrai que le féminin est beaucoup plus facile à employer. Et alors, une petite question pour finir sur ce genre des mots. Est-ce que la langue façonne la culture de l'entreprise ? Est-ce que, parce que les mots dans l'entreprise sont masculins, notamment dans l'automobile, il n'y a pas de directrice, est-ce que ça bloque ou est-ce que finalement ça évoluera avec l'arrivée des femmes ? Je pense que si, alors je connais pas ce milieu de l'entreprise des industries automobiles, mais évidemment si vous me dites que l'usage est plutôt masculin, ça veut dire que sans doute ce type d'entreprise est perçu comme un secteur masculin, ce qui est, je crois, le cas. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a une forte image masculine. Donc, bien évidemment, ça ne m'étonne pas que les usages demeurent masculins. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un hasard non plus si le secteur de l'armée, le secteur de la politique, des hautes fonctions publiques sont les secteurs qui résistent le plus. C'est-à-dire c'est les secteurs qui ont une image masculine, extrêmement masculine. Voyez, donc je pense ça doit révéler plutôt la façon dont est perçu ce secteur, l'image qu'il a, il me semble. Oui, je voudrais maintenant qu'on voit un petit peu avec Valérie. En discutant tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'il n'y avait pas que le nom des fonctions qu'il fallait prendre en compte, mais qu'il y avait aussi tous les termes qui entouraient les compétences des hommes ou des femmes dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ça maintenant ? Oui, je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais je regarde beaucoup de référentiels de compétences de leadership dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et je vois les référentiels évoluer, d'ailleurs, ça me rend plutôt positive. Beaucoup de DRH aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a parmi vous, qui se sont posé la question du référentiel en regardant les mots et en se disant quelles sont, au travers des mots, les notions de compétence et les notions de masculinité ou de féminité qui sont portées par les mots qu'on utilise dans nos référentiels de leadership. Quels sont les référentiels qui font acte de combativité, de sens de la compétition, qui font référence à plutôt un univers masculin, et quels sont les termes et les valeurs féminines que nous mettons également en évidence quand nous regardons nos référentiels de leadership. Et peu à peu, en regardant ces mots, en regardant ces phrases, les entreprises se rendent compte que finalement le référentiel était extrêmement teinté masculin, pas de manière illégitime d'ailleurs, puisque je pense que pour un leader, c'est important d'avoir du drive, d'avoir le sens de la compétition, d'avoir le sens de l'affirmation. Mais c'était fortement, c'était et c'est encore, pour certains, 80% des compétences mises en avant dans certains référentiels. Et puis, au fil de l'eau, ce que je constate, c'est que les référentiels s'équilibrent en laissant ces compétences de drive, de capacité à aller de l'avant, de capacité à être en compétition vers l'écoute, l'empathie, la disponibilité. Voilà. Et donc moi, ça me rend plutôt positif en disant un ADN masculin fort qui est l'ADN de l'organisation se complète, se mue, peut-être opère une mutation vers un ADN mixé avec des valeurs qui sont plus autour de valeurs d'ouverture, d'empathie, etc. Alors, pour revenir pour passer plutôt au genre des entreprises, donc les entreprises y a-t-il des entreprises masculines ou féminines ? Les entreprises sont-elles toutes masculines ? Quelle est votre analyse ? C'est à vous, Valérie Rocoplan, que je pose la question. C'est pas moi qui parle, c'est un sociologue que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin récemment que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Parité, enjeux et pièges. Il s'appelle Gérard Pavie, et qui a étudié le cas et qui dit oui, ils sont plusieurs à parler comme ça, les sociologues disent oui, l'ADN, fondamentalement, l'organisation, l'entreprise a été créée par et pour des hommes, etc. Donc fondamentalement, l'organisation est plus obsessionnelle au sens psychologique du terme au sens de l'ordre, la rigueur, la volonté de gagner des parts de marché, la volonté de... Bon, historiquement, l'entreprise est... Je suis assez d'accord avec eux, comme quoi l'ADN de l'entreprise et de l'organisation en général est plutôt masculine. Mais rien de mal à ça, c'est juste que je pense qu'elle est en train de muer et d'évoluer vers un ADN alimenté par la présence de toutes ces femmes et d'accepter d'autres valeurs, d'accepter d'autres manières de faire, de comprendre que la polarité féminin apporte certaines choses intéressantes. Ça se fait très doucement, mais je suis assez intéressée de voir que la mutation s'opère et non pas
ou, non pas ADN masculin ou ADN féminin, mais plutôt vers un et. Comment on peut se compléter, se comprendre et décoder et devenir bilingue. C'est Aviva Wittenberg-Cox qui parle de bilinguisme, et je suis assez d'accord. Comment devenir bilingue plutôt que de chercher à parler une seule langue et un seul code. Donc, il nous reste à vous remercier toutes les deux, vraiment. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses aujourd'hui. Et puis voilà, je voulais juste finir en disant quand même qu'on se rappelle que le mot entreprise, société, filiale, etc., ce sont tous des mots féminins quand même. Merci.